Ce n'était pas une bataille, ce n'était même pas une extermination. C'était pire, c'était l'instant où une arme interdite a appris à tuer des étoiles. Les premiers affrontements, quand les loyalistes consolidèrent leur emprise sur le secteur gothique et gagnèrent l'alliance fragile des Eldari, avaient déjà rejoint les annales de la guerre. Les clameurs des victoires résonnaient dans les cours martelées des vaisseaux amiraux et dans les cathédrales d'acier des flottes, mais ces triomphes n'allaient pas éteindre la menace d'Abaddon. Lui, maître des forteresses Blackstone, restait un spectre colossal qui planait sur l'Imperium. Son nom inspirait une prudente révérence et un frisson ancien. Lord Admiral Cornelius von Ravensburg et l'inquisiteur Host faisaient montre d'une détermination équivalente. Ni retraite ni accalmie n'étaient envisageables. Les stratèges loyalistes s'efforçaient de transformer chaque victoire tactique en avantage permanent. Sur le bord du secteur, le système Tarantis avait longtemps été un point routinier d'escale et de rassemblement pour les vaisseaux passant entre les confins du Gothique et les routes plus sûres. Ravensburg y organisa un centre de rotation des forces pour la flotte et pour l'Astra Militarum, estimant qu'une concentration de troupes constituerait un arrière sûr sur une ligne de front instable. Cette concentration, au propre comme au figuré, devait agir comme une lame dissuasive. Mais Abaddon ne pensait pas en termes défensifs. Loin d'être un simple chef de guerre, il manipulait des ressources et des secrets oubliés. À l'approche de la 150e année, l'augure Zarifistan annonça la fin prochaine des tempêtes du Warp qui entravaient les communications et les sceaux. Une fenêtre s'ouvrait et l'ennemi entendait agir avec la froide célérité d'une lame. Abaddon retira prestement sa flotte du système Draolu et rejoignit les forteresses sous son commandement. La nouvelle tomba vite. L'Imperium massait des renforts pour frapper à travers le nœud Warp de Tarantis. Plutôt que de se replier, Abaddon choisit la scission du pouvoir. Il fractionna sa flotte en deux colonnes distinctes. Dans la première furent placées les forteresses Blackstone, escortées par un groupe d'escorteurs, envoyés comme des masses d'acier vers le secteur Tamil. Lui-même prit la tête de la seconde colonne, accompagné du Planet Killer, cet instrument capable d'une destruction digne d'une apocalypse calculée. Quand le Planet Killer frappa l'Adeptus Astrotellopathica, le coup fut précis et sans appel. L'installation chargée du balisage navigable fut annihilée. Privés de ce phare, les voies qui guidaient les vaisseaux impériaux à travers les tempêtes devinrent traîtresses. Abaddon savait qu'en coupant ce fil, il contraignait l'ennemi à jouer sur un terrain où chaque saut pouvait se muer en embuscade mortelle. Isolé, désorienté, puis frappé, telle était la logique implacable de ses plans. La seconde phase fut préparée comme une mise en scène macabre. 3 forteresses Blackstone formèrent la pointe d'une attaque conçue pour anéantir une masse de renforts loyalistes. À l'instant de leur sortie hors du Warp, à Manderville Point, elles surgirent comme des lunes d'obsidienne. Leurs coques massives balayèrent la formation d'écran impérial et réduisirent les lignes avant que les colonnes d'escadron n'aient pu se résoudre à un ordre commun. L'armada du chaos, compacte et bestiale, se précipita vers le cœur du système, et déchirant la défense surprise de Tarantis. Ce fut alors que la nature véritable de leur pouvoir se manifesta. Les forteresses Blackstone, unies, cherchaient non seulement la victoire tactique, mais la perforation cosmique. Des témoins, plus tard marqués par la folie, parlèrent d'un chant lointain, d'une plainte abyssale traversant le vide, comme la rumeur d'une masse innombrable, celle de millions d'âmes. Soldats, marins, civils, tous mêlés en une houle psychique qui vibrait contre les coques et les consciences. Les rapports, griffonnés dans l'urgence, annoncèrent des pertes immenses. Chaque vaisseau impérial présent dans le système et les mondes qui l'entouraient auraient été anéantis.
Plusieurs officiers consignèrent, d'une écriture tremblante, le déroulé de l'affrontement titanesque qui se joua. Armada contre armada, faux faisceaux contre boucliers, et au centre de tout, les Blackstone qui concentraient leurs décharges. La cible, quand elle se révéla, prit une dimension plus terrifiante encore. Ce ne fut ni une planète ni une flotte que cherchèrent leurs canons, mais l'étoile même de Tarantis. Les Blackstone, comme des sculpteurs de destin, orientèrent leurs faisceaux vers le noyau incandescent. La corona de l'astre s'enfla en une sphère de tempête. Pendant des semaines, elle grossit, avalant atmosphère et masse planétaire. Deux mondes furent consumés dans un brasier sans pitié. Ceux qui purent fuir s'arrachaient à une annihilation qui transformait le vide en cendres ardentes. Tarantis devint un théâtre d'angoisse, camps d'accueil débordés, hôpitaux saturés, files aux quais d'embarquement où l'on lisait la fatigue sur des visages vidés d'espoir. C'est l'effort logistique pour évacuer civils et troupes s'accéléra, mais la mécanique humaine reste lente face aux forces stellaires. Des familles furent séparées, des enfants murmurèrent des prières d'une foi crue, des recrues perdirent l'éclat naïf de leurs yeux. Les conseils de guerre se succédèrent, veillées longues où l'on pesait chaque permutation. Existait-il un protocole pour contrer une arme qui travaillait à l'échelle d'une étoile? Certains prônaient la poursuite implacable d'Abaddon, d'autres la prudence et la dispersion des forces. Inquisitor Host, silencieux et patient, observait depuis l'ombre. Pour l'Inquisition, la clé ne résidait pas seulement dans l'acier, mais dans la compréhension des anciens motifs qui animaient ces engins. On murmurait d'artefacts xénos, d'éclats de technologies oubliées, ces fichés au cœur des forteresses. Les Eldar, distants et lucides, portèrent leur regard hors des trajectoires visibles. Grâce à l'art divin des voyants, un éclaireur Eldar perçut une trace, un chemin de warp par où la flotte hérétique se mouvait. Cette brèche menait à Schindelgeist, vers une région profonde, où se dissimulait Blackstone 5. Quand Ravensburg reçut la nouvelle, il rassembla sa force de frappe. Marins et canonniers se préparèrent. Dans les quartiers du renseignement, on cartographia des routes et des embuscades. Tout convergeait vers un choix aux conséquences lourdes, engager le combat selon des règles nouvelles et accepter le prix du sang si c'était nécessaire pour préserver la flamme vacillante de l'humanité. Ainsi se referma le premier acte, une ère d'organisation, de décisions douloureuses, et de pertes dont le paroxysme n'était pas atteint. Le secteur gothique, suspendu entre espoir et ruine, se préparait à la seconde épreuve, celle qui le pousserait bien au-delà des mondes connus, au seuil d'une terreur que nul ancien ne prononcerait sans trembler. La riposte impériale ne naquit pas dans la clameur héroïque des chants de victoire, mais dans le silence lourd laissé par la disparition de Tarantis. Là où autrefois brillaient les balises de navigation et les docks sacrés, il ne subsistait qu'un vide incandescent, encore chargé de radiation et de cendres stellaires. Pour les survivants, la guerre changea de visage. Elle cessa d'être une suite de batailles pour devenir une lente suffocation, une lutte pour préserver ce qui restait de cohérence dans un secteur mutilé. Les flottes loyalistes se rassemblèrent tant bien que mal. Des vaisseaux gravement endommagés furent contraints de servir, malgré des réparations incomplètes. D'autres, privés d'équipage, dérivaient comme des cercueils d'acier. L'Adeptus Mechanicus dressa des autels temporaires dans les cales, récitant des litanies de maintien pour empêcher les machines de sombrer dans la folie logique induite par la supernova. Chaque saut warp devenait une épreuve. Sans le phare de Tarantis, la navigation relevait presque de la divination. Abaddon, lui, exploitait chaque seconde de confusion. La terreur qu'il avait déclenchée n'était pas un simple effet collatéral, elle constituait un outil stratégique.
Tandis que l'ennemi pansait ses plaies, le maître de guerre fragmenta volontairement ses forces. Des escadres chaotiques furent envoyées en raids périphériques, frappant des mondes secondaires, non pour les conquérir, mais pour saturer les lignes de communication impériales. Le message était clair, nulle part n'était sûr. Au cœur de cette manœuvre, les forteresses Blackstone demeuraient l'axe central. Leur présence altérait la réalité locale. Les astropathes parlaient de douleurs fantômes, de voix lointaines résonnant dans leur crâne comme un chœur de damnés. Plusieurs furent retrouvés morts, les yeux brûlés de l'intérieur, leurs derniers mots évoquant une musique trop vaste pour être comprise. L'Inquisition nota ces incidents avec une inquiétude croissante. Les Blackstone n'étaient pas de simples armes, mais des catalyseurs. Les Eldar, observateurs distants, offrirent une aide limitée mais cruciale. Un éclaireur, issu d'un vaisseau-monde mineur, rapporta une vision. Un chemin instable dans le warp, une cicatrice brillante reliant les mouvements d'Abaddon à un point nodal oublié. Cette information, transmise avec réticence, permit au Lord Amiral Ravensburg d'entrevoir une possibilité de riposte. Pour la première fois depuis Tarantis, l'initiative pouvait être reprise. La préparation fut méthodique et désespérée à la fois. Mine orbitale, réseau de senseurs, repositionnement des escadrons lourds, tout fut conçu pour transformer l'embuscade à venir en un piège capable de retenir même les colosses Blackstone, ne serait-ce que quelques instants. Les capitaines reçurent des ordres scellés à n'ouvrir qu'au moment de l'engagement. Certains comprirent immédiatement que ces directives impliqueraient des sacrifices irrévocables. Lorsque la flotte hérétique émergea à Mandeville Point, l'espace s'embrasa. Les premières salves loyalistes frappèrent avec une précision chirurgicale, éventrant des croiseurs du chaos avant qu'ils ne puissent se déployer. Mais la réponse fut immédiate et sauvage. Les formations chaotiques se disloquèrent volontairement, attaquant sous des angles imprévisibles comme des prédateurs refusant toute géométrie rationnelle. Au milieu de ce chaos contrôlé, les silhouettes titanesques des forteresses Blackstone apparurent, irradiant une lueur malsaine. La bataille dura 3 jours et 3 nuits, sans pause ni répit. Les senseurs saturés. Les communications se brouillaient et l'espace lui-même semblait vibrer sous la pression des décharges croisées. Des vaisseaux impériaux furent littéralement vidés de leur énergie vitale, leurs coques intactes mais leurs équipages réduits à des silhouettes desséchées. Chaque apparition d'une Blackstone faisait vaciller le moral, comme si la simple vision de ces reliques ancestrales rappelait à l'humanité sa fragilité cosmique. C'est au cœur de cet enfer que se produisit l'acte qui marqua durablement la mémoire de la flotte. Le vaisseau de ligne Flame of Purity, gravement endommagé, reçut un ordre que nul autre n'aurait osé formuler. Son capitaine, Abdal, comprit que la survie du reste de la flotte exigeait un geste terminal. Il concentra toute l'énergie restante dans les champs déflecteurs et lança son navire droit vers la convergence des faisceaux Blackstone. L'impact fut cataclysmique. La Flame of Purity disparut dans une explosion blanche, mais l'effet fut immédiat. Les décharges ennemies vacillèrent, les forteresses entrant dans un cycle de réalignement forcé. Ces quelques minutes gagnées sauvèrent des dizaines de vaisseaux et empêchèrent l'annihilation totale de la flotte loyaliste. Abaddon, pragmatique et implacable, ordonna alors une retraite calculée. Ce n'était pas une défaite, mais une conservation de puissance. Profitant du désordre et de la focalisation impériale sur les forteresses affaiblies, il effectua un saut warp d'une audace insensée, frôlant un puits gravitationnel capable de disloquer n'importe quelle flotte ordinaire. Il s'échappa, emportant avec lui une partie de son arsenal.
Pour l'Imperium, la victoire avait un goût amer, les pertes étaient immenses et la certitude s'imposait peu à peu. Même ralenties, les forteresses Blackstone représentaient une menace existentielle. La guerre entrait dans une phase nouvelle, plus sombre encore, où chaque engagement serait mené avec la conscience aiguë que l'ennemi maniait des forces dépassant l'entendement humain. La supernova de Tarantis ne fut pas seulement une catastrophe astronomique. Elle marqua une fracture psychologique durable au sein du secteur gothique. Des semaines après l'explosion, les relevés Auspex continuaient d'enregistrer des échos fantômes, comme si l'espace lui-même refusait d'accepter la disparition de l'étoile. Des courants de plasma errants illuminaient encore le vide, rappelant à chaque navigateur que la frontière entre stabilité et annihilation était devenue terriblement mince. Pour l'Inquisition, l'événement confirma une hypothèse redoutée depuis longtemps. Les forteresses Blackstone n'étaient pas conçues pour une guerre conventionnelle. Elles représentaient une négation pure des équilibres cosmiques, des outils capables de remodeler des systèmes entiers. L'inquisiteur Host convoqua des conclaves secrets, y réunissant des savants de l'Ordo Xenos et de l'Ordo Malleus. Les débats furent tendus, parfois proches de l'hérésie, tant les implications dépassaient les dogmes établis. Pendant ce temps, Abaddon poursuivait sa campagne d'ombre. Ayant prouvé qu'il pouvait détruire une étoile, il n'avait plus besoin de multiplier les démonstrations. Sa simple présence suffisait désormais à provoquer l'évacuation de mondes entiers. Des gouverneurs planétaires ordonnèrent des retraites précipitées, préférant abandonner leur population plutôt que de risquer d'attirer l'attention des Blackstone. Ainsi, sans tirer un seul coup de feu, le chaos gagnait du terrain. La flotte impériale, renforcée par des contingents Eldar, entra dans une phase de traque prolongée. Pendant des mois, les forces loyalistes sillonnèrent des systèmes oubliés, inspectant des régions dévastées par d'anciennes guerres. Chaque piste menait à des traces de corruption, stations éventrées, astropathes exécutés, reliques profanées. Abaddon laissait derrière lui un sillage de peur méthodique, comme un chasseur marquant son territoire. Les Eldar jouèrent un rôle crucial dans cette phase. Leurs voyants, en méditation constante, perçurent des motifs que l'esprit humain ne pouvait saisir. L'un d'eux annonça une certitude glaçante. Abaddon se dirigeait vers Schindelgeist, un système isolé et ancien, enfoui dans les profondeurs de l'espace impérial. Là reposait une autre forteresse Blackstone, dissimulée depuis des siècles, ignorée même par la plupart des archivistes de Terra. La révélation força Ravensburg à prendre une décision lourde de conséquences. Engager la flotte dans une course vers Schindelgeist impliquait de laisser sans défense plusieurs systèmes déjà affaiblis. Pourtant, l'alternative était impensable. Permettre à Abaddon de s'emparer d'une nouvelle forteresse reviendrait à condamner le secteur tout entier. Les ordres furent donnés et la flotte se mit en mouvement, ses moteurs warp hurlant comme des bêtes traquées. Le voyage fut un calvaire. Les tempêtes warp, bien que moins violentes qu'auparavant, restaient imprévisibles. Des vaisseaux disparurent, avalés par des courants instables. D'autres émergèrent endommagés, leurs équipages traumatisés par des visions indicibles. Les chapelles de bord ne désemplissaient pas, et les prêtres confessaient des centaines de marins chaque jour, conscients que beaucoup ne verraient jamais la fin de la campagne. À mesure que la flotte approchait de Schindelgeist, des anomalies se multiplièrent. Les senseurs détectaient des masses impossibles, des signatures énergétiques contradictoires. Les Tech Priests conclurent que la forteresse Blackstone locale n'était pas totalement inactive. Quelque chose ou quelqu'un l'avait partiellement réveillée. Cette découverte glaça le sang de l'état-major. Abaddon était peut-être déjà trop près. Le premier contact confirma leurs craintes. Des éclaireurs impériaux furent interceptés par des patrouilles chaotiques,
preuve que la flotte hérétique avait devancé les loyalistes. Une série d'escarmouches éclata dans les régions périphériques du système, chaque affrontement retardant un peu plus l'assaut principal. Abaddon jouait la montre, conscient que chaque heure gagnée renforçait sa position. Au sein de la flotte impériale, la tension atteignit son paroxysme. Les capitaines comprirent que la bataille à venir ne serait pas une simple confrontation navale, mais un affrontement pour le contrôle d'un artefact capable de condamner des millions d'âmes. Les communications furent réduites au strict minimum et les plans d'urgence distribués. Chacun savait que l'issue serait définitive. Ainsi s'acheva la troisième phase de la guerre gothique, une longue chasse ponctuée de révélations inquiétantes et de décisions irréversibles. À l'horizon se profilait Schindelgeist, silencieux et ancien, prêt à devenir le théâtre d'un affrontement dont l'écho résonnerait bien au-delà du secteur gothique. La flotte loyaliste arriva à Schindelgeist comme une lame polie cherchant la gorge du vent. Après des semaines de poursuites, de pertes et de veillées funèbres, chaque capitaine connaissait l'odeur du métal chauffé et de la peur froide. Le Lord amiral Cornelius von Ravensburg disposa sa force selon un schéma calculé. 17 vaisseaux capitaux, 20 escorteurs, une phalange serrée prête à frapper comme un poing. Les Eldar, contraints par des pactes tacites et des rancœurs millénaires, gardèrent leurs vaisseaux à distance, mais leurs voyants guidèrent les loyalistes par des visions fragmentaires, un secours inestimable pour traverser les plis du warp qui menaient au système. Schindelgeist n'était pas un monde hospitalier. Une nébuleuse nocturne y emprisonnait la lumière, et des restes stellaires flottaient comme des ossements d'anciennes divinités. Au centre, dissimulée derrière la gravité et la poussière, ronflait la silhouette d'une forteresse Blackstone, à demi enfouie, sa coque désertée par le temps, mais pas par le désir de meurtre qu'elle inspirait. Les senseurs relevèrent des fluctuations. La forteresse respirait encore, et Abaddon n'était pas loin. Ravensburg ordonna une mise en place minutieuse. Les vaisseaux de ligne formèrent un écran haut et serré. Des croiseurs rapides prirent des positions d'interception. Des champs de mines automatiques furent disposés dans les points d'émergence présumés et des bancs de senseurs synchronisés furent activés pour capter la moindre signature warp. Chaque manœuvre avait été conçue pour contraindre l'ennemi à apparaître là où la riposte loyale serait la plus efficace. La surprise, si tant est qu'on puisse surprendre un adversaire qui manipule le warp, fut relative. Les éclaireurs rapportèrent la présence d'une avant-garde hérétique, essayant de sonder les défenses impériales. Des combats d'ombre éclatèrent au loin, petits, violents, conçus pour tromper la coordination des loyalistes. Abaddon jouait sur la fragmentation. Il pressait à divers endroits, incitant Ravensburg à disperser ses ressources. Puis, pourtant, l'espace lui-même sembla se rompre. Les premières forteresses Blackstone émergèrent du warp en une succession d'arcades de silence qui avalèrent la lumière. 3 titans noirs apparurent à l'horizon spatial, tournant comme des lunes mortes. Au contact, la formation loyale craqua en endroits. Les faisceaux de défense s'étirèrent et, malgré la discipline et le métal, la panique se propagea comme un virus. Les Blackstone n'étaient pas seulement massives, elles étaient anciennes et intelligentes d'une manière qui échappait aux tacticiens modernes. Elles ajustaient leurs tirs selon des logiques non humaines, leurs canons s'alignant pour créer des motifs de destruction qui semblaient écrits par une main invisible. Les vagues hérétiques qui suivaient se déversèrent avec une fureur animale. Pendant 3 jours et 3 nuits, l'espace fut un tunnel de feu. Les rapports enregistraient des pertes terrifiantes, croiseurs fendus comme façades, chasseurs vaporisés en nuages d'étincelles, l'odeur sifflante des boucliers surchargés dans les sas de relais. Et pourtant, au milieu de la tempête, les loyalistes opposèrent une constance d'acier.
Les Eldar, depuis leur position reculée, lancèrent des assauts ciblés qui désorganisèrent certaines formations hérétiques. Les Tech Priests, œuvrant comme des prêtres en guerre, recalibrèrent sans cesse les matrices déflectrices. Des équipes de boarding, prêtes à frapper, s'accrochaient aux épaves pour voler de l'information et saboter des systèmes. La figure qui marqua le tournant de l'engagement fut celle du capitaine Abdal sur la Flame of Purity. Beaucoup croyaient que le sacrifice du vaisseau n'était qu'un acte de bravoure isolé. En réalité, il fut un pivot calibré, une manœuvre destinée à créer suffisamment d'espace temporel pour réagencer les lignes. Abdal offrit son navire comme un levier. Il savait que sa disparition viderait temporairement les coques ennemies de leur puissance, ce qui permettrait aux vaisseaux loyalistes de se regrouper et de contre-attaquer. Le prix fut terrible. Quand l'énergie de la Flame of Purity explosa pour neutraliser la charge des forteresses, elle déchirait non seulement la matière, mais les nerfs même de ceux qui observaient. Les canons Blackstone perdirent leur synchronie, et pendant quelques minutes précieuses, les loyalistes purent frapper. Mortels, ils pressèrent l'offensive avec une brutalité ordonnée. Torpilles lancées, dispositifs de neutralisation activés, fauconnettes d'assaut envoyées au contact. Abaddon, calculateur, vit sa supériorité menacée. La défaite partielle l'obligea à prendre une décision qu'il récusa au point d'en faire un mythe. Il ordonna la retraite. Mais cette retraite n'était pas simple fuite, c'était une mise en scène. Il attacha à sa manœuvre 2 des forteresses qu'il avait prises et, défiant la raison, exécuta un saut warp si près d'un puits gravitationnel que beaucoup pensèrent sa flotte perdue. La manœuvre fut sauvage et précise. À la fin, 2 forteresses Blackstone disparurent dans la brume du warp, emportées par leur maître. Les loyalistes, quant à eux, se retrouvèrent face à une forteresse isolée, laissée à la dérive. La 3e des Blackstone restait, désarmée ou brisée, mais encore invulnérable aux canons conventionnels. On ordonna un blocus. Des flottes de surveillance furent placées en orbite. Et 2 croiseurs des Anges de la Rédemption se préparèrent à mener des équipes de boarding. Sur le pont des vaisseaux bloquants, on murmurait que la forteresse semblait mourir en silence, veine d'énergie s'éteignant puis revenant à la vie comme un cœur malade. Les embarquements furent hautement périlleux. Les équipes de débarquement pénétrèrent dans des couloirs qui ne répondaient à aucune logique connue. Les dispositifs archaïques des Tech Priests semblaient absents. En leur lieu, des cavités pulsaient, des motifs décroissants qui rappelaient les instruments d'un rituel perdu. L'officier N.N. Goldwyn rédigea un rapport qui fit pâlir plus d'un lecteur. Pas d'équipage, seulement des vestiges d'occupation, des sceaux de corruption, des surfaces veinées d'une substance noire qui convulsait comme un tissu vivant. Puis, sans avertissement, un son, comme un hurlement vaccinal, remplit la forteresse. Le métal saigna une lueur cramoisie, le sol parut s'ouvrir. Des fragments se détachèrent, étoiles de métal qui tombèrent et flottèrent, bientôt transformées en nuages d'épaves. La structure, qui semblait tenir depuis des millénaires, entama un processus d'autodestruction. Les équipes de boarding, à peine évacuées, parvinrent à regagner l'orbite, avec des récits qui parlaient d'une conscience mécanique, ayant choisi la mort plutôt que la capture. Les implications furent terrifiantes. Si les forteresses Blackstone pouvaient s'autodétruire selon une logique interne, qui ou quoi décidait du jugement? L'Inquisition multiplia ses interrogations. L'inquisiteur O, désormais obsédé, se suggéra que derrière la coordination d'Abaddon se cachait une intelligence plus vaste, peut-être une parcelle d'une entité nommée Catan, le trompeur. Certains savants du Mechanicus murmurèrent en des termes rituels qu'il s'agissait peut-être d'une faille de programmation ou d'un protocole d'autopréservation dévoyé.
Mais la guerre ne s'acheta pas par des certitudes. Après l'effondrement partiel de l'engagement, certaines franges de la flotte hérétique se dispersèrent en raids. D'autres, plus obstinés, se réfugièrent dans des champs d'épaves ou dans des amas de débris, tendant des embuscades aux vaisseaux de ravitaillement. La chasse devint patience et ténacité. La flotte loyaliste devait nettoyer le secteur, repasser sur chaque route, boucher chaque faille. Schindelgeist, pour sa part, resta marqué. Les cartes stellaires furent annotées de nouveaux signes d'avertissement, et des prières récurrentes furent récitées aux autels de chaque vaisseau. Car même quand la poussière retombait, les marins savaient que quelque chose d'absolu et d'étranger avait regardé l'Imperium droit dans les yeux et promis des nuits plus longues. Quand la poussière retomba sur Schindelgeist, le spectre de la guerre demeura plus vivace que jamais. Les victoires remportées au prix de sacrifices inouïs n'effaçaient pas la douleur laissée par les mondes consumés, ni la mémoire des milliers d'âmes qui avaient péri. Pour l'Imperium, la reconstruction s'engagea comme une chirurgie lente et difficile. Réparation, décontamination, cérémonies funèbres et enquêtes secrètes. Abaddon, malgré les revers, n'avait pas renoncé à son dessein. Sa stratégie d'ombres et de fuite l'avait préservé, mais elle laissait des traces, des indices, des reliques, des témoins. Avant de quitter la région, il avait confié le Planet Killer à son lieutenant, la redoutable Maléfica Arkham, ordonnant à celle-ci d'utiliser l'arme pour détourner l'attention et créer une opportunité pour saisir une autre forteresse Blackstone. Arkham, avide et ambitieuse, suivit la consigne, mais s'enhardit au point de réclamer un trône pour elle-même. La roue de la trahison, une fois lancée, est difficile à arrêter. Arkham prit le Planet Killer et l'envoya sur l'amas planétaire d'Aramaspia, détruisant 2 mondes pour forger un pivot logistique et politique. Ce carnage fut autant un acte de guerre qu'une proclamation. Arkham refusait d'être subordonné. Sa rébellion fragmenta encore davantage le paysage chaotique du Gothique. Tandis que certains se ralliaient à elle par avidité, d'autres la prirent pour une usurpatrice et cherchèrent à la renverser. La marine impériale n'eut pas à attendre longtemps. L'escadron Oméga, encore chaud des engagements récents, intercepta la signature du Planet Killer au moment où Arkham tentait d'émerger près du champ de bataille de Carlos II. Inquisitor Host, déjà attentif au mouvement de l'artefact, avait ordonné des protocoles stricts pour faire face à un tel engin. Frappe coordonnée, saturation de torpilles et utilisation tactique des escortes pour bloquer les angles d'attaque. La confrontation fut brève et terrible. Lente et massive, la bête planétaire était vulnérable à sa propre inertie. Des salves parfaitement synchronisées réussirent à percer une cuirasse que l'on croyait invulnérable. Des torpilles, lancées en salves coordonnées par 4 croiseurs, trouvèrent des jonctions structurelles faibles. Finalement, le Planet Killer, si redoutable dans sa puissance offensive, y fut cloué par une mécanique simple, la vitesse. Arkham, dont l'orgueil l'avait rendu imprudent, vit son jouet mourir dans une pluie de feu. Pourtant, la victoire impériale eut un goût d'amertume. Les mondes d'Aramaspia n'étaient que des ruines. La récupération d'épaves et de données par l'Adeptus Mechanicus dut attendre des années. Inquisitor Host envoya des équipes pour fouiller les décombres, et la machine fut déclarée détruite. Du moins selon les rapports officiels. Les dossiers noirs de l'Inquisition consignèrent des notes sibyllines, aucune trace récupérée, système de recouvrement non conclu. Des siècles plus tard, on découvrirait que certains fragments du Planet Killer avaient trouvé refuge dans des caches que seul Abaddon lui-même connaissait. La chute d'Arkham marqua aussi une leçon pour les hérétiques. La division mène à la faiblesse.
Abaddon continua cependant à tirer les ficelles de loin, et la chasse pour ses forces et pour les forteresses qu'il convoitait se fit plus méthodique. Les loyalistes, ayant appris à ne plus confier leur salut au hasard, multiplièrent les patrouilles, affermirent les lignes de ravitaillement et organisèrent des colonnes de reconquête. Les batailles devinrent plus ciblées, plus techniques. Frapper des nids de pirates, couper des lignes d'approvisionnement, éliminer des vitrines de pouvoir. La tâche la plus sombre revint à l'Astra Militarum et à l'Inquisition. Purifier les mondes touchés par le chaos. Les campagnes de purification consistaient à écraser les poches de culte, à détruire les artefacts corrompus, à effectuer des exorcismes massifs et parfois à raser les régions trop infectées. On parla de mondes que l'on ne reconnaissait plus, cités vidées, terres stériles, racines monstrueuses taraudant le sol. Les rumeurs évoquaient des sacrifices humains, des armées levées et des installations de culte transformées en foyers de dépravation. Les chapitres Space Marines, notamment les Grey Knights et certains ordres d'exception, furent mobilisés pour les missions les plus périlleuses, neutraliser des seigneurs du chaos, purger des temples et ramener à la lumière des populations brisées. Ces guerres de nettoyage furent longues et coûteuses. Parfois, il fallut des décennies pour reprendre un seul monde. Au fil des années, l'Empire reconstruisit, lentement. D'immenses opérations logistiques déposèrent des milliers d'ouvriers, des contingents d'ingénieurs et des prêtres missionnaires sur des planètes ravagées. L'ecclésiarchie prêcha sans relâche, organisant des offices de rédemption, des processions et des pèlerinages qui visaient à recoller les lambeaux d'une civilisation en miettes. On planta des monuments à la mémoire des défunts, et des monolithes furent érigés pour honorer ceux qui avaient péri dans la guerre. Mais malgré ces efforts, certaines plaies ne se refermèrent jamais complètement. Des enfants grandirent dans des camps d'exil, parlant d'anciennes hymnes oubliées. Des communautés insulaires adoptèrent des cultes de survie, des rites qui mêlaient superstition et nécessité. Des tribus de ferrailleurs arpentèrent des carcasses spatiales à la recherche de reliques, créant un marché noir où tout était troqué contre du carburant et des rations. Pendant ce temps, l'inquisiteur O poursuivit sa quête personnelle. Obsédé par le mystère des Blackstone, par leur origine xénos et par la disparition simultanée de plusieurs d'entre elles, il se lança dans une investigation qui le mena à des profondeurs de la galaxie et aux confins de la mémoire humaine. Ces recherches l'amenèrent à suspecter l'existence d'entités supérieures, de fragments d'une conscience cosmique et peut-être même d'un réseau d'intelligence qui manipulait les reliques depuis l'ombre. L'une des découvertes les plus étranges se fit au sujet d'un artefact ancien, l'œil de la nuit. On raconta que l'inquisiteur O possédait autrefois cet objet, mais que, suite à des événements oubliés, il avait été séparé de sa forme corporelle et réduit à une présence spectralisée. Et les rumeurs parlèrent d'un échange entre O et une étrange prophétesse Chaos, Morana, qui aurait joué un rôle dans la dispersion des objets xénos. Ces pistes conduisirent finalement l'inquisiteur Katharina Graphax à entreprendre une quête vers des lieux où la raison vacillait. Les années se transformèrent en décennies, et la mémoire de la guerre prit la forme d'une légende douloureuse. Les archives impériales consignèrent les faits, les martyrs furent honorés, et les récits passèrent de la bouche des rescapés aux salles de formation des officiers. Pourtant, au-delà des proclamations officielles, l'ombre d'Abaddon restait accrochée aux étoiles. Il existait des navires hérétiques errants, des seigneurs en exil et, peut-être, des fragments laissés pour renaître un jour. Les années qui suivirent la campagne de reconquête ne furent pas des années de paix, mais des années d'une vigilance épuisante.
Le secteur gothique, rongé par la guerre, rendait chaque victoire partielle comme une brûlure. Les planètes récupérées gardaient des cicatrices indélébiles. Sols stériles, eau empoisonnée, population éparse aux regards éteints. Pourtant, au-dessus de ces travaux ingrats, se dressait une question plus lourde encore. Pourquoi certaines forteresses s'étaient-elles abattues sur elles-mêmes? Qui ou quoi avait décidé que ces machines antiques devaient disparaître? L'inquisiteur O, obsédé par ces interrogations, poursuivit son enquête avec la ténacité d'un chasseur de reliques. Ses fouilles et ses interrogatoires le conduisirent à des indices fragmentaires, à des mentions enfouies dans des archives hâtivement recopiées, des inscriptions trouvées sur des débris que l'on croyait anodins. Mais un nom revenait souvent, murmurant comme une clé. Morana. La prophétesse du chaos, disait-on, détenait des visions et tissait des intrigues aussi vieilles que la corruption elle-même. Alors que l'Inquisition explorait, le primarque ressuscité Guilliman scrutait les rapports et formula une stratégie différente. Il ne suffisait pas d'effacer les traces du chaos, il fallait trouver leur source. Parmi les artefacts qui revenaient dans les récits de Haut, deux se détachaient nettement, la main des ténèbres et l'œil de la nuit. Si la première demeurait un objectif flou dans le dessin impérial, l'œil de la nuit attira l'attention par sa nature concrète. Un joyau noir, à la fois témoin et instrument, capable de lier la volonté d'être à des structures immenses. Germaine à ses recherches, la maréchale Katharina Graphax fut mandatée par Guilliman lui-même. Elle réunit un détachement de Grey Knights et prit le vaisseau Malas Rex pour rejoindre les restes de Saraven, le monde cardinal autrefois abritant une forteresse inquisitoriale, décrite dans des légendes comme un labyrinthe de bibliothèques sacrées et d'antichambres rituelles désormais broyées. Saraven, vaincu par la puissance du Planet Killer et transformé en un amas de débris, était censé n'offrir que ruines et silence. Pourtant, les signaux psychiques, de faibles échos de peur, guidèrent la Mala Rex vers un lieu précis. Ce fut dans les contreforts d'une cathédrale effondrée que les adeptes trouvèrent la stèle et le passage dissimulé. Une descente en spirale les mena à une chambre protégée d'un champ atmosphérique artificiel, un sanctuaire secret qui avait survécu au cataclysme. Au centre reposait un sarcophage décoré du sceau de l'Inquisition. Quand il fut ouvert, l'horreur et la surprise se mêlèrent. L'armure d'un paladin Grey Knight se releva, et en son sein, l'inquisiteur Fedus, parfois appelé O dans les anciens récits, prit une forme jamais plus attendue, un crâne animé, ses yeux brûlants d'une lumière étrange, sa mandibule articulée comme dans un discours télépathique. Les échanges entre Katharina et l'inquisiteur réincarné furent brefs, chargés de tension. Fedus parlait par fragments, évoquant un passé de cellules, une capture, une fuite et une mémoire lacunaire. Il n'indiqua pas immédiatement la localisation de l'œil de la nuit. En revanche, son souvenir fit remonter un visage. Morana. La vieille femme du chaos, crinière de rumeurs et d'effluves warp, fut présentée comme celle qui avait jadis guidé Abaddon vers la possession du joyau. Acceptant un marché sordide, Katharina et son escorte suivirent la piste que Fedus, dans ses rares fulgurances, sut tracer. Le trajet les mena à travers le warp et dans l'œil du terror lui-même, ce gouffre de déformation où la réalité se plie aux volontés des puissances. Là, sur un monde façonné par la démensité mythique de sa maîtresse, ils trouvèrent Morana. La rencontre fut un duel d'astuces et d'avertissement. La prophétesse, vieille et noueuse, parla en énigme, et pourtant elle admit connaître l'endroit où l'artefact pouvait se trouver, mais à une condition. Les pactes avec le chaos se tissent toujours autour d'un prix. Katharina, si fière et droite, sentit l'instinct du devoir la pousser à refuser.
Mais l'Inquisition sait parfois que la survie de milliards se négocie avec la compromission d'une seule âme. La promesse de Morana était simple et terrible. Elle révélerait la localisation de l'œil si on acceptait de châtier un prince démoniaque qui lui devait un tribut. L'inquisiteur hésita, puis céda, non par faiblesse mais par calcul. Nulle victoire ne serait complète sans la certitude d'écarter la source des maux. Ce pacte conduisit les loyalistes au seuil d'une tour cristalline, une construction vivante hérissée de tortures et de pièges psychiques. La Grey Knights, protégée par leurs boucliers mentaux, progressa lentement dans un labyrinthe mouvant. À chaque tournant, la réalité cédait, projetant visions de peines anciennes et de visages aimés et perdus, tentations destinées à briser les esprits. Mais les frères résistèrent, leur foi en creux fit office d'encre. Au centre du labyrinthe, le cœur se révéla. Un palier ou un être princier, une créature enveloppée de feu et de songe, régnait. L'inquisiteur Phédus reconnut, avec un effroi contrarié, des détails de son passé. Il avait autrefois été dépossédé de son corps par une force qui avait désormais pris l'apparence du paladin. Le conflit qui s'ensuivit ne fut pas seulement matériel, mais éthéré. Les Grey Knights, liés mentalement à Phédus, engagèrent une exorcisation d'une intensité inimaginable, livrant leurs esprits et leurs forces pour arracher la possession. Le duel psionique fut terrible. Le prince démoniaque riposta par des visions d'abîme et supplications de pouvoir. L'inquisiteur Phédus, relevé par les liens fraternels, connut une dernière lucidité. Conscient du risque extrême que son corps provoquerait la dissipation de son âme dans le warp s'il retombait sous l'emprise, il supplia qu'on le délivre de sa chair. La décision fut prise dans un murmure sacré. Katharina, au prix d'un sacrifice inévitable, porta le coup final. La lame de force trancha, le corps tomba, et dans la cavité du crâne se révéla ce qui avait guidé tant de convoitises. L'œil de la nuit, une gemme noire jaillissant d'une obscurité veloutée. Le recueillement fut bref. Katharina scella la gemme dans un sarcophage de stase. Elle connaissait l'importance d'une telle trouvaille, mais aussi le danger que représentait son déplacement. L'objet fut emmené à bord de la Malas Rex, puis confié à une cache d'archives impériales, scellée, là où les rituels et les protections les plus strictes pourraient être appliqués. L'Inquisition savait que posséder l'œil était déjà lancer un pari moral. Garder un tel pouvoir hors des griffes du chaos nécessitait une vigilance perpétuelle et parfois des compromis impensables. Pour Katharina, la victoire n'effaçait pas le poids du sang versé. L'exécution de Phédus, ami et spectre, laissa en elle une plaie qui ne se refermerait jamais. Elle avait acquis un artefact capable d'aider l'Imperium, mais à un coût personnel incommensurable. L'écho de la tour et des voix hurlantes resta gravé dans sa mémoire. Les moyens nécessaires pour préserver l'humanité peuvent transformer les plus purs en instruments du besoin. Les années suivantes virent l'œil de la nuit, placé sous des protocoles d'hypersécurité, étudié en secret par des ordres de l'Adeptus Mechanicus et des cercles de l'Inquisition. Des protections psychiques furent tissées autour du joyau, des runes de confinement, des boucliers d'âme et des reliquaires d'acier furent assemblés. Néanmoins, l'humanité avait appris une leçon périlleuse. La connaissance et le pouvoir sont des lames à double tranchant. Les savants discutèrent, certains prônant la destruction pure et simple de l'artefact, d'autres plaidant pour sa préservation comme un levier contre d'éventuelles résurgences. Dans les chambres secrètes, des voix chuchotèrent que l'œil pouvait aider à surveiller d'autres reliques ou à contrôler des esprits corrompus. D'autres, plus prudents, rappelèrent que la conservation d'une telle chose revenait à maintenir allumée une chandelle au sein d'un vent torrentiel. Pour la plupart,
La réponse demeura en suspens. L'impérium, comme toujours, prit la voie de l'ambiguïté, protégé, étudié, mais n'utilisé qu'en cas de péril absolu. Quant à Abaddon, son spectre s'estompa en une menace fragmentée. Certains de ses capitaines furent écrasés, d'autres purent rejoindre des enclaves secrètes. Les forteresses restantes se cachèrent ou furent neutralisées par des actions coordonnées. Mais l'ombre demeura. Les rumeurs parlaient d'éclats de machines, de fragments de protocoles cachés dans des caches indéchiffrables, et l'œil de la nuit, bien que scellé, resta un rappel permanent. L'univers contenait des vérités et des pouvoirs que l'humanité n'avait pas su totaliser sans s'y brûler. Enfin, quand Katharina remit l'artefact aux autorités supérieures, elle prononça, lasse mais résolue, une confession silencieuse. Nous avons gagné des batailles, mais le prix fut l'oubli d'une innocence que nul ne pourra jamais restaurer. Pourtant, au milieu de ce regret, brillait une conviction immuable, la foi résiduelle que l'empereur protège, même dans la nuit la plus épaisse. Et si l'ombre continuait de ronger les bords du secteur gothique, les gardiens de l'Empire restaient vigilants, prêts à défendre ce qu'il restait d'humanité contre les gouffres qui la guettaient.